parler donc de gestion des vulnérabilités avec un sujet un peu, moderne, la partie priorisation des vulnérabilités. Puis je vais essayer de vous présenter un petit peu, les méthodes qui existent aujourd'hui et puis une piste, d'amélioration qui, vient d'apparaître très récemment et qui s'appelle l'EPSS et qu'on regardera ensemble après. Donc, Maxime Aléhédine, donc je suis ingénieur spécialisé dans les vulnérabilités. Ça fait pas mal de temps que je suis dans la sécurité informatique. En fait, ça fait 20 ans, là, quand je vois, donc ça fait longtemps que j'ai démarré dans la sécurité informatique comme ça. J'ai déclaré plusieurs, vulnérabilités dans les bases TV ou dans des programmes de bug bounty et je suis directeur général et un des cofondateurs de la société Cyberwatch, qui est maintenant une filiale de Framatome. Au niveau du plan aujourd'hui, donc on va parler de priorisation des vulnérabilités. Je vais vous parler aussi de la méthode, classique qui s'appelle le CVSS, qui est un peu la méthode que tout le monde connaît pour prioriser ses vulnérabilités. Mais je vais vous montrer comment on peut utiliser le CVSS pour aller un peu plus loin et prendre en compte, en fait, les enjeux métiers et aussi les enjeux, est-ce que la vulnérabilité concrètement, elle intéresse vraiment les pirates? Et puis, comment on peut aussi aller un peu plus loin avec 2 méthodes, donc le MITRE ATT&CK puis le PSS. L'idée, c'est de montrer en gros, les méthodes un peu de base, puis après comment on peut aller un peu plus loin pour faire des choses un peu plus, modernes et après ça dépend du degré de maturité de chaque organisation. Il y en a certaines qui se contentent du CVSS, il y en a d'autres qui vont aller un peu plus loin. On va regarder tout ça et là on va déjà démarrer sur, pourquoi en fait il faut prioriser les vulnérabilités parce que faut quand même justifier un petit peu toute cette démarche. En fait, si jamais on parle des vulnérabilités, je vais pas vous lire les slides, ça sert à rien, vous aurez aussi accès en plus à ces slides-là après, mais juste dans les grandes lignes, en fait, le standard CVE, donc tout ce qu'on voit en termes de vulnérabilité où il y a écrit CVE tiré des chiffres, tiré encore des chiffres et en fait, ça date d'il y a quand même un peu de temps puisque, ça a été fait par le MITRE qui est une organisation internationale, enfin une organisation américaine qui a un but, non lucratif et qui travaille au niveau international et qui établit en gros des standards sur tout ce qui est sûreté. Et en 99, ils ont créé une base qui s'appelle CVE. Et CVE, ça veut dire Common Vulnerabilities and Exposure. Et l'idée, c'était de dire, voilà, il y a des vulnérabilités, elles impactent le monde entier quand elles sortent. Et donc, on va faire une liste de ces fameuses vulnérabilités. Le cycle de vie d'une vulnérabilité, c'est quoi? C'est déjà, il y a quelqu'un qui va identifier une vulnérabilité. Ça peut être un chercheur, ça peut être quelqu'un qui s'amuse à faire des petites recherches de son côté. L'idée, c'est il y a une recherche de la vulnérabilité. Ensuite, la vulnérabilité, normalement, elle est censée être signalée auprès de son éditeur. Ça, c'est ce qu'on appelle la divulgation responsable. De temps en temps, vous verrez ce qu'on appelle des 0D, des vulnérabilités qui, dans ce cas-là, sortent du processus classique de divulgation. Elles sont divulguées, par exemple, via Twitter ou autre chose. Et là, c'est un petit peu plus complexe, mais le processus classique, c'est l'éditeur est informé de la présence de cette vulnérabilité. Une fois que l'éditeur est informé de la présence de cette vulnérabilité, l'éditeur est censé la confirmer. Ça, ça fait que c'est pas toujours évident parce que quand on écrit par exemple à Microsoft pour dire vous avez une vulnérabilité, Microsoft de temps en temps va avoir un processus un peu lourd du style êtes-vous sûr que vous avez bien trouvé la chose? Avez-vous essayé de redémarrer votre ordinateur? Etc. En fait, toutes les choses un peu classiques comme ça, malheureusement. Une fois que la vulnérabilité est confirmée, par contre, elle reçoit un code unique qui est le fameux code CVE qui est dispensé en fait par le MITRE. C'est-à-dire que le MITRE, l'organisation donc de sûreté, va dire cette vulnérabilité, maintenant, pour la décrire au niveau international, je lui attribue ce code barre, ce code unique CVE, qui est en général au format CVE-année d'attribution, numéro de la déclaration dans l'année. Ensuite, la vulnérabilité, elle est censée être corrigée par l'éditeur, puis elle est censée être publiée. C'est-à-dire qu'en fait, les vulnérabilités sont censées être d'abord corrigées par les éditeurs, puis publiées dans le monde moderne. C'est quelque chose qu'on voit vraiment comme ça depuis 2015. Autrement dit, on est dans une approche où aujourd'hui, les vulnérabilités sont censées être publiées lorsqu'il y a déjà les solutions pour les traiter. Autrement dit, on évite de parler du feu quand il n'y a pas d'extincteur. Et derrière, en fait, il y a une évaluation qui est faite de la vulnérabilité au niveau international par une structure qui s'appelle le NVD, c'est la National Vulnerability Database. C'est une structure qui appartient au Bureau des mesures et des standards américains, c'est le NIST. Et donc, en fait, c'est-à-dire qu'une vulnérabilité, une fois qu'elle est publiée, il y a des gens qui vont dire, je vais leur attribuer un score qui va de 1 à 10, que vous avez forcément déjà vu si vous avez déjà vu une vulnérabilité, c'est le score CVSS.
Déclarer une vulnérabilité, c'est assez facile. Il y a un petit formulaire pour ça. Vous dites: «Bah, voilà, je veux déclarer une vulnérabilité». Je décris, exactement ce que j'ai vu et tout et par contre, pour information, toute publication de vulnérabilité, elle reste anonyme. L'objectif du MITRE derrière ça, c'était d'éviter que, tout le monde se mette à déclarer des vulnérabilités pour avoir un CV ultra fourni derrière et donc la déclaration d'une vulnérabilité, elle reste anonyme officiellement. Après, il y en a qui republient le tout sur leur blog. Aujourd'hui, le processus de publication des vulnérabilités est un peu raccourci pour une raison toute bête, c'est qu'en fait le MITRE et le NVD recevaient trop de demandes et du coup ils se sont dit: «Bah, faut qu'on externalise la gestion de ces publications» et donc ils ont mis en place ce qu'on appelle CNA pour CVE Numbering Authorities. En fait, pour certaines organisations et bien, le NVD autorise enfin en fait le NVD et le MITRE autorisent certaines entités comme Adobe, Microsoft, Apple, à publier par eux-mêmes des vulnérabilités dans la base CVE. Et donc ça, on peut le voir de temps en temps quand vous allez sur certaines fiches de vulnérabilité au niveau international, vous verrez par exemple CNA, Adobe Systems Incorporated, et ça veut dire que c'est Adobe qui n'a pas eu besoin de passer par toutes ces étapes en question de publication. Ils ont appuyé sur un petit bouton et ça envoie directement dans la base centrale des CVE. Et ça a raccourci vraiment de manière très forte le processus parce que ça a éliminé plein de personnes qui devaient valider des choses. La conséquence de ça, c'est que le nombre de vulnérabilités a explosé. En fait, avant CNA, on était à peu près 15 nouvelles vulnérabilités par jour. Depuis CNA, là, la moyenne, elle est plutôt à 50 nouvelles vulnérabilités par jour. Et chaque vulnérabilité qui est publiée, en fait, elle peut impacter plein d'actifs dans les organisations. Par exemple, quand c'est une vulnérabilité Microsoft, d'un coup, elle se retrouve sur tout l'environnement Microsoft d'une organisation. Et donc, ça veut dire que le nombre de vulnérabilités multiplié par le nombre d'occurrences en fait possibles de ces vulnérabilités, bah, c'est totalement décuplé, c'est colossal. Et à côté de ça, en plus, les vulnérabilités, bah, il y en a de plus en plus qui font l'objet de kits d'attaque. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde, il y a de plus en plus de personnes qui ont publié des kits d'attaque soit sur GitHub, qui est un petit peu, on va dire, le CV interactif comme ça pour la plupart des développeurs, ou alors même sur des sources comme ExploitDB où les gens vont pouvoir publier des kits d'attaque. Les kits d'attaque, ils servent à attaquer plus facilement les vulnérabilités, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de vulnérabilités maintenant, et en plus de ça, il y a beaucoup plus de kits d'attaque qui permettent d'attaquer plus facilement les vulnérabilités. Et donc, on a augmenté le nombre de vulnérabilités pouvant être utilisées et on a augmenté le nombre de kits d'attaque qui facilitent leur utilisation. Bah, ça veut dire que les attaques maintenant, elles sont plus fréquentes parce que les pirates se servent beaucoup plus des exploits publics qui sont disponibles. Et puis en fait, les attaques, elles sont aussi plus simples parce qu'il y a tellement de vulnérabilités qui sont publiées qu'en gros, un pirate qui se casse la tête à chercher lui-même des nouvelles vulnérabilités avant de les utiliser, ça devient assez rare maintenant. La plupart des pirates, en fait, se disent juste, bah, je prends des vulnérabilités qui existent déjà, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus rentable. Il y a tellement de vulnérabilités que maintenant, en fait, l'enjeu, justement, c'est aussi de prioriser parce que quand on voit maintenant les nouvelles vulnérabilités qui sont publiées, il y en a même plein qui reçoivent des petits logos. Maintenant, c'est la mode de mettre des petits logos, de faire aussi des approches un peu médiatiques. En général, les vulnérabilités comme ça, en fait, c'est principalement parce qu'il y a des gens qui vont se dire, OK, je vais m'amuser à mettre ça en avant sur mon CV. Et donc, ils font beaucoup, beaucoup de bruit avec ces vulnérabilités. Ils leur mettent un petit logo. Ils font une page de blog. Ils font des relais sur LinkedIn et tout. Et donc, c'est très médiatique. Et ça génère du bruit. Et en fait, si on regarde internet en permanence à la recherche de vulnérabilité, bah, parfois, en fait, c'est un peu difficile. C'est-à-dire que c'est presque on ouvre l'écran, on regarde le nombre de vulnérabilités du jour et on se dit: «Oh là, je rentre chez moi, je m'arrête là pour aujourd'hui, il y a trop de trucs» et donc en fait, il faut avoir une approche un peu plus rationnelle. Il faut essayer de prioriser le risque parce que des vulnérabilités, il y en a plein, mais toutes ne se valent pas. Par exemple, Meltdown et Spectre, ça, c'est des vulnérabilités très sincèrement, pour les utiliser enfin, quelqu'un qui vous veut du mal, vraiment, entre utiliser Meltdown ou Spectre ou alors venir vous agresser dans la rue, ça va lui coûter moins cher en termes d'effort de venir vous agresser dans la rue. Donc je veux dire, c'est pas logique de se dire que Meltdown et Spectre, c'est une vulnérabilité intéressante, pas du tout. Alors qu'à l'inverse, ça c'était Heartbleed, ça c'était Eternal Blue, ça c'est des vulnérabilités qui sont très, très, très critiques. Eternal Blue, pour information, c'est celle qui a donné lieu à WannaCry. WannaCry, 2017, catastrophe mondiale. Et en fait, tout ça, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que, bah, Gartner a dit, bah, en fait, 99 des vulnérabilités exploitées, donc des vulnérabilités utilisées avec succès, bah, c'est des vulnérabilités qui sont déjà connues au moment de l'incident. Gartner n'est pas les seuls à le dire. En fait, maintenant, ça a été même repris en France Relance de l'ANSSI. C'est-à-dire que si vous allez regarder le sujet gestion des vulnérabilités
de l'ANSSI. Eux-mêmes ont repris cet élément-là. Donc vraiment, la recommandation, c'est les vulnérabilités. Il ne faut pas se dire: «OK, ça concerne d'autres personnes». Non, en fait, la plupart des gens qui font des attaques informatiques utilisent des vulnérabilités déjà connues et donc c'est un sujet important pour bien sécuriser son système d'information. Alors, comment on fait justement pour prioriser? La méthode un peu classique, c'est le score CVSS. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? C'est un standard qui a été inventé en 2003 à la base, hem, qui a eu pas mal de critiques. C'est-à-dire qu'en fait, il a beaucoup changé dans le temps parce que les gens se disaient: «Mais en fait, j'ai l'impression qu'une vulnérabilité avec un score de 10, qui est le score maximal, c'est pas forcément les vulnérabilités les plus graves». Et quand en fait on a une échelle qui va de 1 à 10, avec 10 qui est censé être grave et finalement ça ne l'est pas, bah, il faut faire des modifications. Et donc il y a eu des modifications en 2007 avec la version 2, avec aussi la version 3 ensuite en 2015 et puis en fait en 2019, il y a eu la version 3.1 qui était une modification mineure. Si je résume, je vais pas vous embêter avec tout ça parce que vraiment en plus, vous aurez dans les slides si besoin. Mais en fait, pour résumer, c'est à chaque fois l'idée c'était de faire en sorte qu'on puisse mieux contextualiser une vulnérabilité par rapport à un contexte métier. Et en fait, aujourd'hui, bah, le CVSS, donc la version 3.1, c'est celle qui est le plus utilisée dans le monde, mais on va voir qu'elle n'est pas utilisée en totalité et que vous pouvez aller plus loin justement par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que le CVSS V3.1, donc, il y a 3 composantes. Il y a une composante qu'on appelle le score de base, donc c'est une note qui va de 1 à 10 et ça sert à dire, bah, la vulnérabilité, elle est, embêtante ou pas. Et en fait, ça, c'est le score que vous voyez quand vous allez au niveau international voir le score d'une vulnérabilité. C'est le score qui est affiché. Le score de base, du coup, c'est un score, bah, brut, qui n'est pas du tout mis dans votre contexte métier. Vous avez ensuite le score qui s'appelle temporel. Ça, c'est un score que vous avez la possibilité de calculer vous-même, en fait, la norme CVSS et ça vous permet, le score temporel, de voir si jamais la vulnérabilité, elle est vraiment grave ou pas en fonction de l'existence de kits d'attaque publics ou pas et en fonction de l'intérêt des pirates. Concrètement, ça permet de se dire, pour 2 vulnérabilités qui ont le même score de base, si jamais il y en a une qui intéresse les pirates et l'autre non, celle qui va intéresser les pirates aura un score plus élevé. Et ensuite, vous avez le score contextuel ou le score environnemental qui permet de dire: «Mais en fait, cette vulnérabilité, elle permet de faire tomber un système, sauf qu'en fait, moi, la partie disponibilité, elle m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la confidentialité de mes données, c'est tout». Et dans ce cas-là, ça va pondérer, en fait, l'impact de la vulnérabilité par rapport à vos enjeux métiers. Et ça fait qu'une même vulnérabilité va avoir un impact différent sur plusieurs éléments de votre système d'information. Et en fait, le problème numéro un avec le CVSS, c'est que la plupart des personnes ne connaissent que le score de base et peu de personnes utilisent la partie temporelle et la partie environnementale. Alors justement, comment maintenant on fait pour tout ça? Et ben, en fait, pour bien prioriser, en fait, il faut bien faire son analyse de risque tout simplement et il faut pas se laisser impacter par le bruit environnant. J'aime bien donner un petit exemple pour ça, c'est en fait, la plupart des personnes ont peur des requins, mais très peu de personnes ont peur des moustiques. Mais les requins, enfin, je veux dire, c'est même des choses qui sont mentionnées dans les journaux tout de temps en temps, qu'il y a des attaques de requins, alors que personne parle des moustiques, comme si c'était quelque chose de très grave et pourtant, en fait, les requins, ça tue maximum 10 personnes par an, alors que les moustiques, c'est 800 000 morts par an. Et en fait, on a la même chose avec les vulnérabilités, c'est-à-dire qu'en fait, Meltdown et Spectre, ben, en fait, il y a énormément de résultats sur Google. Par exemple, il y a presque 4 millions de résultats sur Google et tout le monde dit: «Oh là là, c'est la catastrophe», alors que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est pas si grave que ça. Et à côté de ça, Bluekeep, qui est une vulnérabilité très, très grave, qui permet de rentrer, en fait, sur des machines très, très, très facilement et ben, en fait, c'était moins de 300 000 résultats sur Google. Conclusion, c'est pas parce que tout le monde en parle que c'est grave. Que ce soit pour les requins ou que ce soit pour les vulnérabilités. Et donc vraiment, il faut bien faire son analyse de risque par rapport à ça. Alors, comment maintenant on fait une vraie analyse de risque un petit peu plus rationnelle? Bah, il y a 2 composantes à prendre. Un, c'est le risque technique. C'est-à-dire, est-ce qu'en fait la vulnérabilité, le pirate va vraiment utiliser cette vulnérabilité pour rentrer chez moi ou est-ce qu'il y a besoin d'un peu trop réfléchir pour s'en servir et donc le pirate va prendre autre chose? Ça, c'est la première composante. Et la deuxième composante, c'est supposons que la vulnérabilité soit utilisée avec succès chez moi, bah, est-ce qu'en fait ça va me faire très, très mal ou est-ce que c'est quelque chose que je peux accepter? C'est-à-dire, est-ce que ça tape sur mon risque métier? C'est la probabilité, ça c'est le risque technique. Est-ce que réellement il y a des gens qui vont se servir de cette vulnérabilité qui vont faire des dégâts? Et l'autre élément, c'est la partie impact, c'est-à-dire est-ce que si mais quelqu'un s'en sert, bah, est-ce que ça me fait du mal ou pas?
Et donc par rapport au CVSS, en fait, on peut refléter cette approche-là dans le CVSS V3 points, c'est juste qu'il y a très peu de personnes qui le font aujourd'hui. En fait, le score de base, le base score que vous obtenez partout au niveau international, en fait, c'est le score théorique de la vulnérabilité. Le score temporel, il sert à refléter la probabilité que la vulnérabilité soit réellement utilisée. Et enfin, le score environnemental va rajouter une couche métier qui va permettre de voir l'impact métier réel de la vulnérabilité. Et donc finalement, en fait, tout le monde a les outils pour utiliser déjà cette analyse de risque de manière pertinente et se dire, bah, cette vulnérabilité, elle est grave ou pas. Mais encore une fois, la plupart des personnes s'arrêtent à la partie score théorique et c'est dommage parce que, en fait, les standards sont plutôt bien faits là-dessus aujourd'hui et ça fonctionne plutôt bien en vrai. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut se dire? Pour faire une approche très simple, parce qu'on pourrait se dire: «Oh là, mais en fait, sur cette slide-là, on voit il y a plein de composantes, ça a l'air, un peu intimidant». Pas de souci. En fait, une approche très simple à faire, c'est de se dire: «Franchement, tout le monde sait à peu près quels sont les actifs qui sont critiques ou pas dans son système d'information». C'est-à-dire que la question numéro 1 qu'on pose à nos clients quand ils disent: «Je sais pas trop comment m'y prendre pour la priorisation», si on va leur dire: «Bah, où sont, les joyaux de la couronne?» Et ça, tout le monde peut répondre. Et puis, quelles sont les machines où franchement, si jamais elles tombent, c'est pas trop grave. Ça aussi, les gens savent à peu près répondre. Et puis le reste, on dit, bah, rester sur une approche classique. Et donc nous, ça nous permet de faire émerger 3 classes d'actifs, des actifs peu critiques, des actifs standards et des actifs critiques. Actifs critiques, c'est des actifs super importants. Actifs peu critiques, c'est ceux où vous savez que c'est pas important. Et des actifs standards, c'est ceux, bah, où vous savez pas. Et dans ce cas-là, vous pouvez configurer les critères environnementaux du CVSS V3.1 à faible, moyen et élevé respectivement. Et si mais vous faites ça et que vous dites: «Une fois que j'applique ça, je retiens que les éléments où la vulnérabilité sur un actif est supérieure ou égale à 7,5 sur 10», et ben, en fait, ça vous permet d'éliminer à peu près 90 des vulnérabilités que vous avez et de faire émerger que, la crème de la crème des vulnérabilités. Si jamais vous souhaitez un petit peu plus loin, vous pouvez même aller encore donc plus précisément dans la revue de la partie disponibilité, intégrité, confidentialité. Ça vous permet de dire, par exemple: «J'ai des actifs réseau», et ben là, je vais plutôt mettre en avant le fait que c'est des actifs sur lesquels la disponibilité est un enjeu parce qu'un cœur réseau, si ça tombe, ça empêche tout le monde de travailler. Par contre, la confidentialité du routeur, ça m'intéresse un peu moins. Et donc ça vous permet après de refléter ça. Mais vraiment, l'approche, comment je fais de la priorisation avec juste mes 10 doigts pour faire un truc très simple, c'est vraiment ça ce qu'on recommande et ça marche très bien pour, faire émerger les vraies vulnérabilités par rapport au reste. Si jamais maintenant on veut aller un peu plus loin, de temps en temps, on a des gens qui vont dire: «OK, ça c'est cool, mais je voudrais faire une analyse un petit peu plus, combinatoire, un petit peu plus poussée». Il y a des approches pour ça. C'est en fait comment on fait pour combiner pour en fait faire une simulation de ce qu'il pourrait se passer chez moi en cas d'utilisation combinée de plusieurs vulnérabilités. Mais en fait, il y a des méthodes pour ça. Ça permet de passer d'une approche à une vulnérabilité intéressante chez moi à j'ai plusieurs CVE qui pourraient ensemble faire des dégâts qui m'intéressent et que je veux neutraliser. Et donc comment on fait ça? Et ben, en fait, il y a une méthode qui est arrivée assez récemment qui s'appelle MitraTax. Ça date de 2013 pour la première version et après ça a été enrichi, pareil. En fait, l'idée, c'est on va partir d'une menace. Donc là, je veux dire, je n'apprends rien au club ISO 27001. Bon, là, c'est des termes en plus très classiques. Vous avez certainement déjà identifié les menaces qui pèsent sur votre système d'information. Et ben là, c'est pareil, on part d'une menace et concrètement, on va décomposer cette menace dans 14 étapes, étapes d'attaque informatique ou tactiques. Concrètement, c'est 14 étapes, donc du début d'une attaque jusqu'à la fin d'une attaque. Et ça se représente avec 14 donc colonnes qui vont comme ça, qui vont se lire de gauche à droite. Au sein de ces différentes attaques, donc là en fait c'est comment je peux utiliser une bombe sur le système d'information. Et après en fait quels sont les ingrédients de cette bombe au sein de chacune de ces colonnes, donc au sein de chacune de ces 14 techniques d'attaque, on va retrouver des ingrédients pour faire une bombe informatique. On va retrouver en fait les techniques ou les méthodes d'attaque. Donc, par exemple, dans la partie reconnaissance, on va avoir une technique qui va être faire du scan actif. Dans la partie découverte, on va avoir la partie découverte de compte, etc. Donc, en fait, c'est vraiment les différentes étapes d'une attaque informatique. De la partie je découvre la cible à la partie je réalise mon attaque, je prends des privilèges en plus, je vole des informations, j'exfiltre des informations et puis je fais des dégâts, je fais exploser complètement le système d'information.
Et l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'en fait, on peut projeter pas mal de choses sur cette matrice-là. Moi, je vais me concentrer sur la partie CVE parce que c'est mon expertise, mais en fait, vous verrez la même approche avec énormément de dispositifs, par exemple des EDR, des SIEM, et cetera. Il y a plein de choses qu'on peut projeter sur cette matrice Mitrattack. Dans le cadre des CVE, donc par exemple la CVE 2022 21 994, donc ça veut dire que c'est une CVE qui a été déclarée en 2022 et c'était la 21 994e entrée de 2022. Et ben en fait, l'approche, c'est on va prendre cette CVE-là et on va regarder ce qu'on appelle sa catégorie. C'est un autre, élément qui est normé pareil, on appelle ça les catégories CWE et on va avoir par exemple ici, OK, c'est une vulnérabilité qui est dans la catégorie 269, Improper Privilege Management, c'est-à-dire gestion incorrecte des privilèges. CWE, donc c'est une catégorie, c'est référencé dans une liste internationale qui s'appelle les Common Weakness Enumeration. On va leur associer ce qu'on appelle des CAPEC. Les CAPEC, c'est les schémas d'attaque, en fait, c'est les différentes techniques d'attaque qui vont être possibles à utiliser. On peut prendre ensuite les CAPEC et les transformer dans une autre taxonomie qui est pareil dans Mitrattack. C'est les techniques d'attaque, par exemple, 1548. Donc, je refais, c'est un petit peu complexe là-dessus, mais en fait, pour résumer, on prend une CVE, on passe au CWE, par exemple CW 269. CW 269 lui donne 3 CAPEC. CAPEC 122, CAPEC 233 et CAPEC 58, par exemple. Et ensuite, le CAPEC, on peut le faire passer en technique d'attaque et la technique notamment 1548, mécanisme d'abus, mécanisme en fait qui fait un abus sur les systèmes de gestion des privilèges. Et en fait, à partir de ça, à partir des techniques, on va pouvoir allumer les bonnes cases de la matrice Mitrattack. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de passer d'une CVE à des cases à allumer dans la matrice Mitrattack. Et donc, le chemin, il est un petit peu compliqué, encore une fois, puisqu'il faut faire CVE, puis CWE, puis CAPEC, puis technique d'attaque. Et là, on peut projeter dans la partie Mitrattack. On fait ça de manière en fait combinée. On va prendre toutes les CVE qui sont sur le système d'information, multipliées par leur présence dans le système d'information qu'on étudie, et ça va faire en fait une carte de chaleur comme ça en fait sur la matrice Mitrattack. Ça permet d'avoir des zones qui vont être rouges, des zones qui vont être blanches. Blanche, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entrée dedans. Jaune, ça veut dire qu'il y en a un peu. Orange, ça veut dire qu'il y en a moyennement. Et rouge, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Et en fait, ça permet de tracer le chemin en fait probable en termes de statistiques pour une menace. Et en fait, c'est quel serait le chemin le plus facile à utiliser pour une menace informatique. Et ce qui est intéressant, c'est que Mitre propose, dans le cadre de Mitrattack aussi, des cartes de menaces, notamment des menaces persistantes avancées, donc les fameuses APT. Et il y a pas mal de choses là-dedans, c'est-à-dire que vous avez des menaces, par exemple, comme APT31, donc c'est Zirconium, vous pouvez prendre, en fait, c'était une menace qui avait pesé à un moment sur certaines entités françaises, mais en fait, vous pouviez prendre APT31 et obtenir la carte de la menace de Mitrattack. Donc, je peux regarder dans un système d'information quels sont les CVE et quel est le chemin que ça représente, et je peux regarder les chemins très fréquemment empruntés par des menaces. Et bien, à quoi ça sert? Ça sert de faire la superposition des deux. C'est-à-dire qu'en fait, on peut prendre la matrice Mitrattack de son système d'information, on peut prendre la menace qui nous intéresse et la projeter dans le Mitrattack, et on peut voir s'il y a un recouvrement. Et plus il y a recouvrement, plus ça veut dire qu'a priori la menace pourrait être dans le système d'information. Moins il y a de recouvrement, plus ça veut dire qu'a priori la menace, elle va aller sur d'autres systèmes d'information que le mien. Et donc ça permet d'étudier en fait son exposition par rapport non pas à un risque technique pur et dur, mais par rapport à des menaces déjà documentées. Et il y a beaucoup de choses qui sont documentées, même pour la petite histoire. Même l'ANSSI et même en fait beaucoup de sites, par exemple comme des éditeurs européens comme EZ, produisent en fait quand ils disent olé, ok, en fait on a vu un nouveau groupe criminel, par exemple le Lazarus, etc. Mais en fait ils vont dire ok, en fait voici la matrice Mitrattack de ce groupe, et ça vous permet après de faire vos petits calculs et de voir si vous êtes exposé a priori ou pas. Et donc ça permet d'avoir une approche vraiment combinatoire du risque. C'est-à-dire qu'on peut se dire: «OK, je ne prends pas mon analyse par rapport à une CVE, mais par rapport à plusieurs CVE qui utilisés ensemble pourraient représenter un risque ou pas», et d'étudier son risque par rapport à une menace. Donc la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a plein de vulnérabilités et ça génère du bruit, et c'est pas évident de faire émerger le signal par rapport à tout ça. Mais en fait, il y a des méthodes qui existent, notamment le CVSS 3.1, qui, quand on l'utilise de manière complète avec la partie
et impact métier et la partie en fait probabilité technique, mais en fait ça permet littéralement d'appliquer cette approche. Quel est le signal par rapport au bruit? C'est juste que la plupart des personnes se concentrent sur le score de base du CVSS et dans ce cas-là, bah oui, c'est normal que tout le monde se plaigne. C'est pas possible de faire émerger des choses pertinentes juste avec ça. Donc, renseignez-vous sur le CVSS 3 points si vous ne l'utilisez pas de manière complète. Vous pouvez faire déjà plein de choses avec ça. Et si jamais vous dites, moi, ce qui m'intéresse, c'est une analyse un petit peu plus macro par rapport à des menaces, eh bien, il y a des choses qui existent là-dessus. Il y a le MITRE ATT&CK qui fonctionne très bien. Et pour information, le MITRE ATT&CK, encore une fois, permet de faire des choses assez intéressantes, même de manière transverse. C'est-à-dire que c'est pas que pour les CVE, ça concerne le phishing, ça concerne les EDR et tout. Vous pouvez faire remonter plein d'informations dans le MITRE ATT&CK avec les outils modernes de sécurité informatique que vous pouvez avoir. Si on veut aller encore un tout petit peu plus loin, là, c'est peut-être pour les plus curieuses et curieux d'entre vous qui voudraient aller encore donc plus loin dans les recherches. Il y a quelque chose qui est arrivé assez récemment. Ça vient de l'organisme en fait qui aujourd'hui est en charge de faire évoluer le standard CVSS. Ça vient de l'organisme qui s'appelle le FIRST. Ils ont sorti un score qui s'appelle le score EPSS pour Exploit Prediction Scoring System. C'est tout nouveau. C'est encore la peinture est pas sèche, mais c'est tout nouveau et c'est super intéressant à suivre. En fait, leur objectif, c'est de dire bah, parmi toutes les vulnérabilités qui sont utilisées, il y en a certaines qui sont utilisées en ce moment même et ça change. Donc là, c'est pas est-ce que les gens vont s'en servir, c'est est-ce que les gens s'en servent aujourd'hui. Et en fait, le PSS, eh bien, c'est une approche où c'est totalement dynamique, donc ça change tous les jours et ça permet de se dire, bah, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une probabilité élevée ou pas que des gens utilisent la vulnérabilité et plus ils observent d'utilisation de ces vulnérabilités ou plus il y a d'indicateurs qui montrent que cette vulnérabilité serait utilisée, plus le PSS va être élevé et à l'inverse, le PSS va être faible si jamais la vulnérabilité a peu de chances d'être utilisée. Et ce graphe est assez intéressant. Donc, c'est la distribution dans le temps de l'EPSS pour les derniers jours, en fait. Et pour les 30 derniers jours. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur les 30 derniers jours, il y a plein de points qui sont tout en bas. C'est-à-dire qu'ils ont un EPSS très, très faible. Alors qu'en fait, il n'y en a que 3 là, des points qui sont tout en haut. Et donc, ça permet de faire émerger très facilement aussi un signal potentiel par rapport au bruit. Parce que je vous ai dit, il y a à peu près donc 50 vulnérabilités par jour. Bah, là, en fait, sur les 30 derniers jours, on voit que tous les points qui sont en bas et il y a 3 points seulement qui sont tout en haut avec le PSS. Donc, il y a encore plein de personnes, quand je vous dis que la peinture n'est pas sèche, c'est pas une critique de ma part par rapport à l'EPSS, c'est plutôt qu'on voit que il y a des débats en ce moment sur les forums de discussion par rapport à l'EPSS. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. En fait, il n'y a pas encore un consensus qui a émergé, mais je vous invite à regarder. Vous pouvez vous inscrire même gratuitement au forum de discussion de l'EPSS, c'est super intéressant. C'est un peu l'avenir des analyses de risques techniques liées aux vulnérabilités qui se dessinent là-dessus. Et donc, je vous ai mis aussi le site dans la partie slide PDF comme ça. Donc, voilà un petit peu l'approche. Et puis après, bah, comment vous pouvez industrialiser tout ça, parce que là, je vous ai donné un petit peu les méthodes. Mais en fait, nous, on propose un outil par rapport à ça qui fait de la gestion de vulnérabilité. On n'est pas les seuls à le faire. Il y a plein d'outils sur le marché. Mais du coup, vraiment, c'est le processus de maintien en condition de sécurité. Et nous, on a un logiciel donc, qui vous aide sur l'ensemble de ce dispositif-là. Et simplement pour vous dire que si jamais vous souhaitez aller plus loin là-dessus, bah, n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai avec grand plaisir. Je ne suis pas là pour faire plus de mise en avant quoi que ce soit là-dessus, mais à votre disposition pour en parler sur notre site internet, voilà, si vous le souhaitez, ou alors même par email ou par téléphone. Voilà un petit peu. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai. Allez, vas-y. Merci Maxime pour ta présentation. Très très intéressante. Juste pour faire le lien du coup avec la partie précédente sur la partie analyse de risque et source de risque aujourd'hui pour accompagner des structures, la source de risque numéro 1 qui ressort toujours, c'est le cybercrime sur Internet et l'exploitation de vulnérabilités, voilà, qui permettent de propager des ransomware, ce genre de choses. Du coup, j'ai plusieurs questions par rapport à tout ce processus de gestion des vulnérabilités qui, d'un point de vue opérationnel, est souvent très très compliqué. Donc, tu parlais notamment d'appréciation de la vraisemblance des vulnérabilités. Alors, autant la partie impact métier, on arrive assez facilement en tant que risk manager à l'apprécier avec les organisations. Après, autant cette partie probabilité. Cette partie-là, Voilà, comment on la calcule?
Exactement. Ok. Enfin, comment on la calcule, j'ai bien compris, mais par contre, les compétences en interne, elles sont pas souvent là, voire même rarement là. Donc, d'un point de vue opérationnel, je comprends bien l'avantage des outils d'industrialisation, de gestion, etc. Mais bon, il y a quand même un côté humain qui est nécessaire d'analyse de la part d'experts sécurité en interne. Voilà, la plupart des organisations n'ont pas cette compétence en interne. Donc, comment y répondre? Et après, le deuxième, c'était, tu parlais de DIC sur les actifs support, voilà, de façon à catégoriser les actifs les plus Mhm. critiques dans l'entreprise. Donc là, c'est assez facile, hein, on parle des impacts métiers, voilà, quels sont les actifs IT qui vont porter les actifs les plus critiques d'un point de vue métier, donc ces fameuses valeurs métiers. Crucial, mais du coup, comment tu outils cette partie-là? Est-ce qu'il y a des outils qui permettent enfin, type des outils d'inventaire, par exemple du parc, qui permettent de valoriser les actifs les plus critiques? Voilà, c'est des questions un peu ouvertes, mais Du coup, en fait, sur la partie donc comment on fait pour évaluer la vraisemblance des vulnérabilités, donc là, il y a différents outils sur le sujet. Nous, par exemple, pour le coup, on fait une veille dans notre logiciel. Donc en fait, dans le logiciel CyberWatch, nous, ce qu'on fait, on fait une veille automatique sur, toutes les vulnérabilités qui sont publiées. On s'abreuve, en fait, des informations qui viennent de ExploitDB, de GitHub, de Metasploit, de Security Focus et tout, sur est-ce que les vulnérabilités sont réellement utilisées ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous permet, en fait, de faire évoluer ce score-là automatiquement dans le temps. Et comme je suis toujours dans une dynamique où j'aime pas juste donner des outils commerciaux, mais aussi proposer des approches gratuites dans les présentations comme ça, si vous dites, ouais, mais en fait, concrètement, moi, je veux un truc dès aujourd'hui, là, et qui serait gratuit. Et si vous êtes prêt à passer un petit peu de temps sur le sujet, vous pouvez en vrai faire vous-même la petite veille là-dessus. Et en plus de ça, il y a un site, en fait, qui est pas mal sur le sujet. En fait, il y a un site qui fait un peu référence dans le domaine, c'est le site du CISA. Donc vous tapez, stisa.gov, donc c'est un site américain par contre là-dessus, mais en fait, ils ont un flux d'informations sur les vulnérabilités qui sont les plus, utilisées et ça change régulièrement. C'est pas mal du tout pour une approche comme ça des vulnérabilités qui devrait le plus vous intéresser. L'ANSSI fait aussi régulièrement des articles sur le sujet, tout ce qui est alerte et tout, vous pouvez regarder. Et globalement, si vous utilisez ces 2 sources d'informations-là, ça vous permet pareil, avec les mains, de faire un premier jet, sur, en fait, la priorisation des vulnérabilités qui méritent, vraiment votre attention par rapport aux autres. Non, après, on utilise donc beaucoup plus de sources de notre côté. Ça fait que, par exemple, pour une vulnérabilité comme par exemple hop, si je mets, la vulnérabilité donc, pour Log4Shell. En fait, pour Log4Shell, donc ça, c'est une fiche de vulnérabilité dans notre logiciel. En fait, sur la partie Log4Shell, par exemple, on voit qu'en kit d'attaque, il y en avait eu beaucoup. Donc, on voit qu'elle était membre de la liste du CISA, qu'il y avait 2 kits d'attaque sur ExploitDB, qu'il y avait eu 1, 2, 3, 4 informations sur Metasploit, qu'il y en avait plein sur Packetstorm, qu'il y en avait aussi sur GitHub, et cetera. Donc, vraiment, en fait, nous, on fait cette veille-là, ça nous permet de dire, bah, OK, en fait, là, c'est une vulnérabilité où elle sera très utilisée ou pas. Mais en pratique, si vous voulez pas vous embêter à passer par une approche industrielle comme ça, l'approche la plus simple vraiment, c'est le CISA et l'ANSSI. Donc par ça, contre, c'est pour la première question. ouais, c'est des bases de connaissances du coup sur des vulnérabilités assez récentes, comme celle qui a fait parler récemment là sur l'outil de diagnostic Microsoft. Ouais, absolument. Euh, du coup, tu n'as pas cette base de connaissances puisque tu n'as pas encore de remontée de cas d'exploitation sur des failles, Bah, si. en fait, même Microsoft donne l'information et d'ailleurs, nous, en fait, on le récupère aussi. C'est-à-dire qu'en fait, si mes parents prennent si on va sur le site de Microsoft, donc c'est le MSRC de Microsoft, en fait, n'importe quelle vulnérabilité. Alors, faut que je retrouve, hop, faut que je retrouve sur une CVE, hop, on va prendre par exemple celle-ci. En fait, ils vont dire ici directement les scores temporels. En fait, ils le donnent eux-mêmes, Microsoft aussi là-dessus. D'accord. Du coup, en fait, on peut reprendre aussi les informations des éditeurs. Et donc là, par exemple, en fait, l'élément le plus important à étudier dans le score temporel, c'est la partie qu'ils appellent le exploit code maturity, puisque c'est là où, en fait, ils vont dire, c'est proof of concept, c'est-à-dire qu'il y a des POC disponibles. Et donc, c'est-à-dire que on peut faire un copier-coller et chercher un petit peu et l'utiliser. Ou alors, en fait, après, ça passe à un niveau, il y a déjà Metasploit et tout. Dans ce cas-là, c'est en un clic. Et il faut savoir que quand c'est au stade de POC, ça suffit pas pour motiver les pirates la plupart du temps. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des pirates vont plutôt se dire, moi, j'utilise une vulnérabilité que c'est vraiment, en fait, c'est j'appuie sur un bouton et ça se fait tout seul pendant que je prends un café parce que leur objectif, encore une fois, c'est de gagner un petit peu d'argent pour tout ça. Et en fait, si les mettent au stade de POC, ça leur demande trop d'efforts, c'est pas assez rentable la plupart du temps.
Mais du coup, je confirme qu'en fait, on peut obtenir ces informations-là directement comme ça sur même le site des éditeurs. Et en l'occurrence, même Microsoft donne les informations sur est-ce que la vulnérabilité est utilisée ou pas. Ils ont leurs propres métriques aussi. Ils donnent accès à ces informations-là. Et après, vous pouvez aussi aller plus loin. En fait, il y a des sites sur lesquels vous allez pouvoir avoir des flux d'informations complémentaires. Mais très sincèrement, il y a déjà tellement d'informations disponibles comme ça gratuitement en ligne que, à mon sens, la valeur ajoutée pour un abonnement payant supplémentaire ne se justifie que si jamais vous êtes vraiment un centre ultra critique gouvernemental. Juste, Est-ce que... Oui. ouais, juste une Oh, pardon. petite remarque et une question. L'intégration du MITRE est hyper important lorsqu'on veut justement avoir du détail sur les scénarios opérationnels. Dans le cadre du Club EBIOS, il y a un outil qui est gratuit, hein, téléchargeable, j'ai mis le lien tout à l'heure dans la conversation, qui permet d'avoir un sélecteur d'attaque, de techniques d'attaque au travers d'un questionnaire, suivant l'environnement dans lequel on travaille, suivant le contexte. Donc, qui est vraiment voilà, assez utile et très simple. Qui pointe vers les références des méthodes d'attaque. Donc là, c'est un prolongement très important pour prendre en compte justement les vulnérabilités, les techniques d'attaque sur les scénarios opérationnels. Lien outillage et Géry, qui est un outil qui permet de mettre en œuvre des analyses de risque et BIOS, intègre aussi la base du MITRE. Et il me semble que CyberWatch, il y a un projet d'interface aussi avec Egeri. Absolument. Voilà. En fait, il y a déjà l'intégration CyberWatch va piocher des informations dans Egeri, notamment en fait pour faire en sorte que les actifs qui sont pour en fait faire la partie priorisation de la partie risque des actifs et tout à partir des informations fournies par Egeri. En fait, quels sont les biens supports qui sont les plus importants. Et Egeri est en train de finaliser l'interface dans l'autre sens pour récupérer des informations de CyberWatch et les envoyer dans Egeri. Absolument. Donc là, c'est vraiment important et intéressant de pouvoir boucler la boucle parce que toutes les contraintes de ça, c'est le temps qu'on a à passer à mettre au point et à faire évoluer surtout le lien entre l'analyse de risque, donc qui vise la conformité, et derrière l'agilité par rapport à justement la surveillance. C'est pour ça que la partie surveillance, j'insistais beaucoup tout à l'heure, l'avoir embarqué dans l'évolution de la norme 27005, je pense que c'est un point un peu pivot qui, notamment sur les scénarios d'attaque sur les biens essentiels, repositionne la vigilance à avoir dans le management du risque. Et si on peut l'outiller en temps réel, là, voilà, on est dans la vraie agilité par rapport au fait de refaire des tours de roue ou des cycles, entre guillemets, à la main. Donc voilà, ça boucle la boucle. Et pour information, il y a aussi un outil gratuit qui est fourni par le MITRE, qui s'appelle le MITRE Attack Navigator, qui permet en fait de dire OK, en fait, je veux faire une visualisation comme ça, et après vous pouvez cocher vos propres cases et tout. Ça vous permet de dire OK, je mets telle valeur, je mets cette valeur-là à telle marque, etc. Donc ça vous permet en fait de faire vous-même votre propre aussi analyse comme ça s'il y avait besoin. Donc vraiment, il y a des outils là-dessus et il y a plusieurs ressources même gratuites sur le sujet. L'autre question aussi, c'était sur la partie justement priorisation des actifs. Et effectivement, donc en fait, par exemple, nous, notre logiciel en fait permet aussi d'attribuer donc des stratégies comme ça de priorisation sur les actifs. En fait, on peut dire, en fait, là par exemple, je vais avoir un actif qui va être plutôt orienté haute disponibilité, donc je vais créer une stratégie haute dispo et je vais dire exigence de confidentialité basse, exigence d'intégrité basse, exigence de disponibilité élevée, avec un seuil. Et après, en fait, ça fait qu'une même machine, du coup, va avoir des priorisations différentes. Enfin, deux machines différentes vont avoir une priorisation différente, du coup, pour une même vulnérabilité. Et donc, toutes les vulnérabilités ne vont pas être priorisées de la même manière. Et en pratique, soit les clients sont équipés d'une CMDB, et dans ce cas-là, on peut s'interfacer avec, par exemple, des CMDB pour aussi reprendre les informations. Soit, en fait, les clients font ça directement dans CyberWatch, mais moi, je recommande d'avoir un référentiel comme ça en place chez le client parce que c'est toujours bien quand il y a un référentiel un petit peu transverse. Et en général, il y a au moins une CMDB en place, ne serait-ce que la CMDB qui, je pense, est la plus présente dans le monde, le fichier Excel. Et moi, je rajoute juste, il y a un critère important qu'on doit prendre par rapport à l'application des systèmes concernés, c'est la notion d'exposition des actifs. Absolument. Et alors ça, du coup, c'est pareil, le CVSS V3 le permet. Et nous, on est en train de le rajouter aussi dans notre logiciel parce que ça a en fait été une demande. En fait, il y a un élément qui permet de dire
si jamais l'actif est impacté et en fait très exposé ou pas, ça permet de dire non mais en fait cet actif-là, en vrai, il est que dans un placard chez moi, il est connecté à rien du tout. Et ça permet de dire dans tous les cas, l'exposition en fait de l'actif sera au maximum au niveau local, physique, réseau adjacent ou alors réseau tout court. Et ça fait qu'en fait, ça va revoir aussi le score de la vulnérabilité et ça va en fait caper beaucoup le score de la vulnérabilité. Après, attention, parce que ça, c'est très, très, très impactant et sous-entendu, en fait, ça fait qu'une machine qui est, en fait, ça fait qu'une machine qui est attaquable que physiquement, en gros, elle sera presque jamais mise en avant dans les résultats des analyses de risque. Donc, faut le faire en connaissance de cause. C'est-à-dire que, entre guillemets, ça peut vraiment mettre beaucoup de poussière sous le tapis, quoi. Mais Après, c'est bien aussi, hein. ça priorise les plans d'action pour le patching, quoi. Exactement, exactement. C'est ça le Et principe. il y a des réflexions en cours au niveau du CVSS pour des évolutions qui prendraient aussi en compte le coût de remédiation. Ça, c'est très important dans le milieu industriel. En fait, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, est-ce que si jamais je déploie la fameuse KB Microsoft, est-ce que ça me coûte 400 000 € ou pas, quoi? Maxime? Juste un point d'amélioration qui serait vraiment à prendre en compte lié à la 27005, c'est le graphe de dépendance. Parce que l'exposition, c'est une chose, mais voilà, on voit bien que la latéralisation voilà, est systématiquement cherchée par un attaquant. Et si on néglige une ressource parce qu'elle n'est pas la plus exposée, on risque de se retrouver au contraire avec une latéralisation hyper simple et du coup revenir à un risque majeur. Donc la dépendance, le graphe de dépendance que moi je trouve très intéressant dans la 27005, nouvelle version, amène cette visibilité-là qu'on n'a pas aujourd'hui ni dans EBIOS RM, ni dans la partie existante d'outils. Et c'est vrai que ça serait la surcouche qui permettrait d'avoir une autre vision quoi, de la capacité de nuisance et de progression d'un attaquant. Et pour cette notion-là aujourd'hui, comme ça, la méthode est la plus adaptée aujourd'hui et je suis d'accord qu'elle laisse un petit goût de c'est pas fini, c'est le Mitra attack. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'approche qui permet aujourd'hui de dire, bah, en fait, par exemple, sur, on va dire, par exemple, 4 actifs qui seraient dans le même environnement applicatif, donc par exemple, il va y avoir le serveur frontal, la base de données, et cetera. En fait, le fait de tracer le Mitra attack, ça va permettre d'avoir une approche où on va voir en fait, le risque combiné sur plusieurs actifs, mais ça représente pas la partie en fait dépendance avec une sorte de hiérarchie. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait comme si tous les actifs étaient juste ensemble. Alors parfois, voilà exactement. En fait, c'est trop à plat. Il n'y a pas encore la relation d'ordre en fait entre les actifs qui effectivement manque sur le sujet du Mitra attack. Donc c'est pour ça que ça laisse un petit goût de c'est pas fini, mais c'est la méthode aujourd'hui qui est le plus souvent mise en avant pour ça. Justement, sur cet aspect, c'est pas fini. Je me posais la question si vous avez regardé les travaux du MIT concernant le framework Defend, qui permet justement de faire un lien, et quel était ton avis là-dessus? Alors en fait, c'est pas assez utilisé aujourd'hui par les clients. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que la partie Mitra attack, déjà, elle est en fait, on voit que faut expliquer encore beaucoup aux gens aujourd'hui ce que c'est et à quoi ça sert. Et en fait, ça paraît assez vite une approche où les gens disent, OK, peut-être l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans. Et du coup, en fait, la réaction par rapport à Mitre Defend qui arrivait encore après, c'est pour moi, c'est quelque chose qui sera un peu plus étudié en 2023-2024 aussi, parce qu'en fait, il y a la sortie des standards, après il y a leur adoption. Et aujourd'hui, Mitre Attack, c'était sorti déjà il y a quelques temps, et ça, on commence à de plus en plus en parler. Et en fait, c'est aussi parce que c'est du... Ok, j'imagine que c'est la même réponse pour Mitre ICS, Mitre Attack ICS, sur les domaines industriels. On l'a perdu. Dommage. Il y a eu un souci hier soir d'électricité. Oui, il y a des problèmes dans la région. Orange et tout. Ouais. Ah oui, c'est nous qui sommes séparés en fait. Alors, je vais quand même vous prévenir qu'il y a un problème. Regardez Orange. ICS pour Initial. Moi, je pense qu'ils se discutent entre eux, c'est bien. Ils ont bien la chance. Et nous. Ça marche bien pour un ordinateur, ça marche pas du tout. Ah oui, on peut passer. Ah oui, non, c'est le réseau. Ici aussi, on est bloqué. Bon, je te passe mon Ouais, c'est ça. Vous avez mis les journées ?
Là, avec les 160, on pourra faire mieux que ça. Je vous entends sans problème. Ah, il nous entend. Mature sur la partie. Fabrice qui nous dit qu'il nous entend. Bonjour Fabrice. Désolé, j'ai mon Teams qui a planté. Je sais pas si, du coup, est-ce que vous avez entendu ce que je disais ou est-ce que j'ai parlé dans le vide? Non, t'as pas entendu. Eh ben, d'accord, du coup, je disais en fait que, en fait, il y a un taux d'adoption aujourd'hui du Mitre Attack déjà qui est encore un petit peu difficile. C'est-à-dire que ça date quand même d'il y a plusieurs années, mais en fait, ça commence tout juste à être adopté tant par les personnes que par les outils pour interopérabilité. Et du coup, ce que j'ai, c'est que je pense que Mitra Defend, c'est très, très important. Il y a beaucoup de bonnes idées là-dessus, mais je m'attends pas à le voir émerger sur le marché comme un outil vraiment utilisé avant encore 2023-2024 aujourd'hui. Et je pense que ce ne sera pas avant 1 ou 2 ans qu'on le verra un peu plus comme étant un outil d'analyse de risque, effectivement. Ok. Et est-ce que c'est pas justement plus compréhensible par les clients finaux, le Mitre Defend, que le Mitre Attack? Le Mitre Alors, Attack est très complexe. je pense aujourd'hui qu'il y a un défaut sur Mitre Defend par rapport à Mitre Attack, c'est que Mitre Attack a vraiment réussi à mettre en avant le côté documentation des menaces avec en fait tous les trucs où on tape APT31 et tout et on trouve donc les graphes du Mitre Attack pour APT31. Je vais même vous montrer en fait, à mon sens, c'est la force du Mitre Attack et hop, je vous montre juste 2 petites secondes. Hop. Hop, alors est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Vous voyez mon écran, c'est bon? En fait, la force de Mitre Attack aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir dire, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une recherche par rapport à APT31, par exemple. Et là, après, en fait, je passe la souris sur Zirconium et c'est ultra documenté. J'ai tout de suite les cases qui se mettent en bleu sur les cases concernées. En fait, c'est ce qui manque aujourd'hui dans l'adoption avec Mitre Defend, à mon sens, c'est que, en fait, Mitre Defend, il n'y a pas encore cette documentation qui est assez utilisée par les gens aujourd'hui. Alors que, par contre, toutes les données qui sont derrière Mitre Attack, ça, par contre, quand on montre ça, tout le monde dit waouh, ça, j'en veux. Et donc, je pense que plus ça va s'enrichir en termes de données, plus ça va être adopté, plus Mitre Defend percera aussi sur le marché. Et attention, je ne dis pas que Mitre Defend, il ne faut pas s'en servir, c'est juste que je ne m'attends pas à le voir émerger sur le marché avant encore 1 ou 2 ans, le temps que ça se répande dans les outils et dans les usages. Et est-ce que Mitre Defend, je continue là-dessus, ça m'intéresse, on ne pourrait pas l'utiliser dans l'analyse de risque pour trouver des solutions? C'est le lien, en fait. C'est le lien, clairement. Ouais. Il n'y a pas qu'une solution, mais c'est une des solutions qui permet de faire le lien, je pense. Vous l'avez déjà utilisé? Ou en tout cas, regardé? Ou par rapport à la sélection des outils aussi, parce qu'on peut comparer. Exactement. Mais l'ETR, il va mieux couvrir. Si les éditeurs ne se signalent pas avec des liens sur des fans, c'est... J'ai vraiment des soucis, j'ai mon Teams qui freeze. Et du coup, est-ce que vous pouvez répéter votre question? J'ai entendu juste j'ai juste entendu le. Alors, je sur Mitre Defend et après, j'ai pas entendu la suite et j'ai mon Teams qui a freezé. Oui, je disais que Mitre Defend, on pourrait peut-être l'utiliser dans les bio-CRM pour trouver des solutions au scénario de risque. Mais monsieur, vous utilisez... Non, mais je disais que c'est un des liens possibles qui est, à mon avis, un bon scénario. Comme ça, on boucle la boucle. Exactement. Et oui. Moi, je pense que de toute manière, il y a de plus en plus de ponts qui sont inventés entre les différentes méthodes. Et en gros, nous, ce qu'on voit, c'est Mitre Attack. Aujourd'hui, c'est une espèce de déversoir pour tous les outils. Et j'espère que Mitre Defend aura aussi le même succès derrière. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui permet de faire percer un standard, c'est quand le standard est vraiment utilisé partout, quoi. J'ai juste une petite remarque sur Mitre Defend. Vous m'entendez? Oui. En fait, on l'a utilisé dans le cadre du projet européen SafeCare et on l'a couplé avec une méthode qui s'appelle Bowtie, qui permet, c'est une méthode graphique qui permet de présenter en gros par rapport à un incident qui est central, comme un mind map, tout ce qui peut se passer avant comme mesures qui vont limiter le fait que ça arrive et tout ce qui peut être mis en place comme mesure après pour limiter l'impact qui est le désastre final. Et en fait, le Mitre Défendre est bien adapté à ce positionnement des mesures. Et il y a une présentation que j'avais faite au Summer School du Club EBIOS qui est en ligne sur le site du Club EBIOS. Donc, le projet s'appelle SafeCare. Si vous cherchez Club EBIOS SafeCare, il y a la présentation justement de l'imbrication EBIOS RM pour la partie attaque
et Bowtie pour la partie défendre, les deux utilisant le Mitre, aussi bien pour décrire les attaques que la partie defend du Mitre. Et je mets le lien dans ce cas-là aussi dans le chat, puisque si je ne me trompe pas, c'est safecare-project.eu. C'est bien ça, Philippe? Voilà, ça c'est le projet. Voilà. Et alors, j'ai plus accès au chat. Moi, alors, par contre, moi, je vais devoir y aller. Je suis vraiment désolé. Là, j'ai déjà un rendez-vous qui démarre il y a 10 minutes. Je suis vraiment désolé, mais je vais devoir vraiment vous laisser.